sur Radio J, comme chaque matin et le lundi, vous le savez, nous retrouvons Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, beaucoup de sujets à aborder. On va peut-être commencer par ce qui se passe en Syrie. Israël qui observe de très près la situation. Pour la première fois depuis le déclenchement des manifestations en 2011, la ville d'Alep est hors de contrôle des forces du régime de Bachar el-Assad, puisque mercredi dernier, djihadistes et rebelles ont lancé une vaste offensive contre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça implique justement pour Israël ? Comment Israël appréhende la situation sur son propre territoire aussi par rapport à ce qui se passe? Alors, je dirais que pour une fois, Israël reste les bras croisés et compte les points et observe effectivement ce qui va arriver. Nous savons par rapport à la sécurité d'Israël que le régime d'Assad, qui est un horrible régime dictatorial, est bon pour nous dans la mesure où il y a plus ou moins un calme qui est préservé entre la Syrie et Israël, sur le plan, en tous les cas, militaire, bien que les Syriens laissent, mais ils n'ont pas vraiment le choix, le Hezbollah et d'autres milices chiites pro-iraniennes opérer sur leur sol. Mais vous voyez qu'en fin de compte, Assad et son armée ne contrôlent pas véritablement toute la Syrie, n'ont pas véritablement le contrôle de leur propre territoire, et ils dépendent énormément en fait de l'armée russe et des services de renseignement russes qui cette fois-ci n'ont apparemment pas vu venir cette offensive qui est elle un petit peu téléguidée par des intérêts régionaux iraniens et turcs qui n'ont rien à voir en fait avec la politique intérieure syrienne. Mais c'est intéressant justement parce que l'attaque des rebelles a été lancée le jour même où la trêve, le cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah qui est vu notamment comme un allié de l'Iran par les rebelles et donc du régime syrien. Il faut rappeler que c'est grâce au Hezbollah que Bachar el-Assad avait repris en 2015 le contrôle d'une grande partie du pays et en 2016 la totalité de la ville d'Alep. C'est pas une très bonne nouvelle pour l'Iran finalement ce qui se passe en Syrie là actuellement. Non, pas trop, et pour Assad non plus. Moi personnellement, comme beaucoup de gens qui sont pour quand même une amélioration de la cause humanitaire, je pense que M. Assad serait bien de dégager ou même d'être éliminé. C'est un horrible personnage, c'est un régime horrible, surtout pour les femmes musulmanes, le statut de la femme, mais même aussi pour l'opposition, les tortures, l'utilisation d'armes chimiques, même contre leur propre population. Donc c'est un régime qu'il faudrait effectivement nettoyer. Et c'est la honte de la communauté internationale d'avoir laissé cette guerre civile en Syrie se développer avec des dizaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, il y a une stabilité que ce régime de Assad assure, qui évidemment ne risque pas d'être là si ce sont des forces djihadistes, par exemple, qui prennent le contrôle de la Syrie. On parle quand même de forces qui sont en gros menées par Al-Qaïda. C'est pas tout à fait les forces sympathiques de l'opposition démocratique durant la guerre civile, ou les forces kurdes qui sont quand même des alliés, même les Kurdes d'Israël. Donc là, on parle quand même d'un mouvement djihadiste, terroriste, dangereux. Effectivement, et l'inquiétude aussi pour les communautés chrétiennes en Syrie. Alors dans ce contexte, par ailleurs, Tsahal veille toujours au respect du cessez-le-feu avec le Liban, les forces israéliennes qui sont toujours stationnées au sud Liban, qui ont mené des opérations afin de neutraliser des groupuscules qui menaçaient le territoire israélien. Aujourd'hui, c'est important de dire qu'Israël ne viole pas le cessez-le-feu, mais répond à des attaques du Hezbollah, Raphaël. Oui, absolument. Il est absolument important de contrecarrer les bêtises, il faut bien l'appeler par ce mot, de la diplomatie française, comme quoi Israël aurait commis des infractions au cessez-le-feu. C'est exactement le contraire. Les infractions commises par le Hezbollah, de par l'accord qui a été signé de cessez-le-feu, autorise Israël à s'en occuper. Israël a le droit d'intervenir lorsqu'il y a une infraction. Malheureusement, force est de constater que les dirigeants actuels du Hezbollah, les remplaçants de Hassan Nasrallah, ne contrôlent pas véritablement toutes leurs troupes. Il y a des sections de Hezbollah qui sont beaucoup plus belliqueuses, qui n'obéissent pas nécessairement aux ordres de Beyrouth et qui n'en font qu'à leur tête. Et c'est donc aux Israéliens de
fait régner l'ordre, car l'armée libanaise s'en montre incapable, la FINUL, les casques bleus de l'ONU encore moins, et donc il n'y a plus qu'Israéliens pour que justement ce cessez-le-feu soit respecté et qu'il y ait une stabilité au Liban. En tout cas, ce cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah inspire, entre guillemets, le Hamas qui serait prêt désormais peut-être à trouver un accord avec Israël. Il y aurait des progrès dans les pourparlers de la part, en tout cas, du groupe terroriste sur des dossiers qui sont en litige entre lui et Israël, et notamment donc la libération des otages. Raphaël, est-ce que vous avez des informations sur ces discussions, sur ce qui se passe actuellement ? En fin de compte, on espère effectivement que le Hamas, vu la situation actuelle, l'arrivée prochaine de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, l'affaiblissement de l'Iran, le soutien qui a baissé en fin de compte du Qatar au Hamas, tout cela à la fois inciterait le Hamas à assouplir ses positions. Israël a pas mal assoupli ses positions. L'armée, en tous les cas, vient de déclarer au gouvernement israélien que la situation était absolument propice à résoudre le problème, qu'il fallait donc, même si on doit retirer les troupes de Tsahal hors de Gaza, c'est jouable, quitte à revenir comme on fait, on voit avec le cessez-le-feu au Liban, que Tsahal peut toujours intervenir s'il y a un problème, et donc l'armée a signalé, dirais-je, au gouvernement israélien que maintenant c'est le moment propice. Évidemment, il faut que le Hamas, lui aussi, fasse un pas en avant, mais c'est le moment propice et j'ai bien peur que ça soit une des dernières chances avant que les otages décèdent des suites des maltraitances qu'ils subissent durant leur détention. Et concernant les otages, on a entendu ces propos de l'ancien ministre Benny Gantz qui a affirmé qu'une trentaine d'otages avaient été tués, je cite, à cause de considérations politiques de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël ? Alors, je n'ai pas les détails de ces accusations. Il est certain, comme je le dis, qu'on a loupé le coche une ou deux fois. Donc, on aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, libérer certains otages, dans tous les cas, à une ou deux reprises, et on a un peu raté le truc. Est-ce qu'il y a des considérations politiques? Il y a effectivement, l'opposition accuse Benjamin Netanyahou de céder à la pression qu'il subit de la part des ministres Smotrich et Ben Gvir, qui l'empêcherait en fait de avancer dans ces négociations et d'adopter des positions très dures. Je pense que c'est aussi un niveau politique qui, de toute façon, même si M. Gantz a raison, nuit la négociation. La négociation demande qu'on soit discret, qu'on se taise et qu'on n'étale pas au grand jour les discussions politiques et le linge sale qu'on a. Alors, je voulais aussi vous faire réagir, Raphaël, à d'autres déclarations, celle de l'ancien ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, qui a provoqué un tollé général, on peut le dire, en accusant Israël d'épuration ethnique dans la bande de Gaza. Moshe Ya'alon qui a refusé de se rétracter, qui n'a cessé de répéter les mêmes accusations hier sur les nombreux médias israéliens qui ont accepté de l'interroger. Est-ce que vous avez vu justement ce qu'il a dit? Comment vous interprétez ces propos? Comment vous les qualifiez de dangereux, de réels? Quelle est votre position? Les propos irresponsables, dangereux effectivement et complètement mensongers. Le problème de Bougie Ya'alon, ancien chef de l'état-major de Tsahal, c'est qu'il est extrêmement frustré d'être sur la touche sur le plan sécuritaire et politique en Israël par rapport aux généraux Zenkot, Gantz, etc. Galante, lui, il est resté vraiment sur la touche. Même Ehud Barak fait plus de bruit que lui aujourd'hui. Et donc, j'ai l'impression qu'il a pété un câble, comme on dit, qu'il veut se faire remarquer, qu'il veut faire l'intéressant. C'est complètement ridicule ce qu'il a dit. Et Bougie Ya'alon est connu sur le plan personnel, psychologique, comme quelqu'un de très têtu et qui, effectivement, ne va pas revenir sur ses dires facilement, même si vraiment il réfléchit. Ce qu'il a dit est complètement aberrant, ridicule, honteux et surtout néfaste, surtout lorsque nos soldats sont en plein combat, qu'ils font preuve justement d'un niveau éthique dont tout le monde comprend très bien qu'aucune autre armée au monde n'atteint ce niveau.
et que énormément de nos soldats sont tombés pour avoir évité de toucher justement des civils innocents. Donc c'est vraiment des bobards. Le ministre des Télécommunications, Shlomo Kari, d'ailleurs, a accusé Ya'alon d'attiser la haine. Il a exigé que des sanctions soient prises contre Ya'alon. Vous pensez aussi que ça doit aller aussi loin que ça, des sanctions à imposer à l'ancien ministre? Non, je pense qu'il y a une liberté d'expression. Si vous ouvrez le journal Haaretz, qui est un journal d'opposition, vous trouverez souvent des accusations insultantes, outrageantes à l'égard de Tsahal, à l'égard même du gouvernement israélien. C'est une question de liberté d'expression que le ministre Kari n'a pas évidemment compris. Lui, il vit dans un monde, il rêve d'une dictature, hein, donc évidemment une république bananière, une réforme judiciaire, etc. Donc ça fait bien partie de son idéologie. Il faudrait quand même que certains ministres du gouvernement actuel comprennent qu'Israël est encore une démocratie. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Merci pour ces éclairages ce matin. Merci d'être avec nous comme chaque semaine. On vous retrouve en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube également. Merci beaucoup, Raphaël, et à la semaine prochaine.